Le prince Andrew fut surtout interrogé à maintes reprises, notamment sur ses conditions de vie et ses déplacements. Il quitta la Loge Royale, une résidence de 30 pièces située dans le parc de Windsor, le 2 février 2026. Une date entrée dans l'histoire car le prince prit conscience des limites de ce privilège. À la faveur de la nuit, Andrew Mountbatten quitta la Loge Royale, non pas en triomphe, mais lors de l'un des départs les plus humiliants de l'histoire royale moderne. Pourtant, personne ne s'y attendait. La véritable histoire ne résidait pas dans son départ du trésor royal, mais dans ce qui s'est passé à son arrivée dans sa nouvelle demeure. Pour la première fois de sa vie, ceux qui l'avaient toujours servi étaient aux abonnés absents. Il ne s'agissait pas d'un simple scandale royal. C'est l'effondrement total d'un système qui a protégé un seul homme pendant des décennies. La question que tout le monde se pose désormais est simple. Comment un prince issu d'une famille si privilégiée a-t-il pu se retrouver dans une situation où il ne trouve personne pour travailler pour lui? Restez à l'écoute, car ce qui se passe à Sandringham révèle quelque chose de bien plus important qu'un simple homme. Le déménagement de minuit. Commençons par cette nuit du 2 février, car les détails sont essentiels. La Loge Royale n'est pas une résidence ordinaire. Il s'agit du manoir de 30 pièces situé dans le parc de Windsor, résidence d'Andrew depuis 2003. Pendant 23 ans, il a vécu dans une maison dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Mais lundi soir, tout a basculé. Et voici le détail qui a retenu l'attention de tous. Un ami, cité par The Sun et confirmé par Reuters, a déclaré que le déménagement a eu lieu tard dans la nuit, et non en journée, sans cérémonie ni faste, à la faveur de l'obscurité. Selon des sources, c'était tellement humiliant qu'il a fallu le cacher au public. Réfléchissez-y. Quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois d'un membre de la famille royale enlevé de chez lui en pleine nuit? Ce n'est pas la procédure habituelle. C'était intentionnel. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend cette fuite nocturne si significative? Parce que la galerie royale était bien plus que 4 murs et un toit. C'était un symbole, le symbole du refus d'un homme d'accepter un bouleversement de sa situation. Cette demeure prestigieuse, située dans le Grand Park de Windsor, faisait l'objet d'un bail qui avait déjà été examiné de près par les plus hautes instances. La correspondance publiée par la Commission du budget a révélé les détails suivants. Un bail de 75 ans entré en vigueur en août 2003. Une commission d'1 million de livres sterling et des frais de rénovation s'élevant à 7,5 millions de livres sterling au prix de 2002. Ces chiffres ne sont pas arbitraires. Il s'agit de l'argent des contribuables et le Parlement s'interroge à ce sujet. Des scénarios d'indemnisation possibles ont déjà été calculés. Un exemple, environ 560 000 livres si le bail expirait en août 2026, illustre un point important. La situation du logement d'Andrew n'était plus une affaire familiale privée, mais une responsabilité publique. L'attention médiatique était intense. La pression montait. Et le 2 février, cette pression a atteint son paroxysme. Ainsi, lorsqu'Andrew a quitté Royal Lodge ce soir-là, il ne quittait pas seulement son domicile. Il laissa derrière lui le dernier symbole visible de son ancien rang social, le dernier bâtiment qui laissait supposer qu'il exerçait encore une influence au sein de l'institution qui l'avait vu naître. Et où alla-t-il? À Wood Farm, une demeure de campagne située sur le domaine de Sandringham, dans le Norfolk. Les connaisseurs de l'histoire royale reconnaîtront ce nom. Wood Farm fut la résidence du prince Philip après son retrait de la vie publique. Un lieu associé à la retraite, à la fin de la vie publique, et non à sa continuation. Le contraste est saisissant. Du château de Windsor et ses 30 pièces à la modeste demeure de Sandringham. Du prestige et de la reconnaissance à l'isolement et à la solitude. Du cœur de la vie royale à sa périphérie. Et ce n'était censé être que provisoire. Il s'agissait, disait-on, d'une solution temporaire avant un déménagement définitif à Marsh Farm. Mais même provisoire, le symbolisme était accablant, car c'est précisément ce que signifiait ce déménagement. La présence d'Andrew n'était plus la bienvenue au sein même de la monarchie. Discrètement, délibérément et aussi loin des projecteurs que possible, ils les ont gardés. Une pénurie de personnel se profilait, mais quiconque pensait que l'humiliation prendrait fin avec un déménagement se trompait. Quelques jours seulement après l'arrivée d'Andrew à Sandringham, un événement inattendu s'est produit. Des articles indiquaient qu'il peinait à trouver du personnel, pas n'importe lequel, mais du personnel capable de gérer ne serait-ce qu'une maison modeste. Le magazine People a été le premier à publier une longue liste de personnes qui auraient refusé de le servir. Marie-Claire a repris les mêmes allégations, en ajoutant un détail crucial. Le personnel a été informé qu'il n'était pas tenu de travailler pour Andrew en cas de maladie, et nombre d'entre eux ont déjà démissionné. Je le répète,
Le personnel a été autorisé à refuser des missions. Dans une institution où les missions ne sont généralement pas discutées et où la discrétion et l'obéissance sont primordiales, on a dit au personnel, vous avez le choix. Vous rendez-vous compte à quel point c'est inhabituel? Les familles royales ne fonctionnent pas ainsi. Pendant des siècles, un accord tacite avait prévalu. On servait qui l'on devait servir, quand on devait le servir, sans discussion. Tout le système reposait sur ce principe. Mais début février 2026, ce système s'est effondré à Sandringham. Les articles ont fait état à maintes reprises d'un manque de personnel. Marie-Claire a décrit Andrew comme ne disposant que de quelques collaborateurs et a repris une observation particulièrement frappante. Peut-être pour la première fois de sa vie, il dut ouvrir lui-même la porte d'entrée. L'idée que le prince ouvre sa propre porte était très significative à ses yeux. Ce n'était pas simplement un désagrément, mais un renversement complet d'une vie entièrement fondée sur le servage. Imaginez ce que cela impliquait concrètement. Angie avait toujours été entourée de domestiques, des personnes qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes du matin au soir. Ils apportaient les repas, ouvraient les portes, réglaient discrètement les problèmes. De la prise de rendez-vous aux tâches ménagères, tout était pris en charge par d'autres. Pendant 6 décennies, telle fut la réalité. Et aujourd'hui, d'après les informations disponibles, cette structure a largement disparu. Mais la question demeure, personne ne semble s'interroger sur les raisons pour lesquelles des domestiques refusent de servir un membre de la famille royale. Qu'est-ce qui a poussé des personnes ayant bâti toute leur carrière sur la discrétion et le professionnalisme à soudainement dire « non, merci ». La réponse se trouve dans le passé, dans un comportement apparemment bien connu de tous au sein de la famille royale, mais dont la réputation n'a jamais été évoquée en dehors de ce cercle. Il est essentiel de comprendre une chose. La crise du personnel à Sandringham n'est pas apparue par hasard. Il ne s'agit ni d'un événement soudain, ni d'un revers inattendu. La réputation d'Andrew auprès de son personnel est connue depuis des années, voire des décennies. Bien avant le scandale Epstein, bien avant l'interview de 2019 qui a mis fin à sa carrière publique. Journalistes et biographes royaux le décrivent comme un homme difficile et exigeant en privé, irrespectueux envers son personnel et enclin à le rabaisser. L'une des voix les plus constantes sur ce sujet est celle du biographe royal Andrew Lowe. Il a passé des années à recueillir les témoignages de ceux qui ont travaillé avec Andrew au sein de la maison royale, et le portrait qu'il dresse est remarquablement cohérent. D'après les recherches et les entretiens de Lowe, le personnel décrivait Andrew comme une personne qui leur parlait régulièrement durement, réagissait négativement lorsque ses attentes n'étaient pas satisfaites, et créait une atmosphère où les gens se sentaient mal à l'aise plutôt que soutenus. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'incidents répétés, rapportés par de nombreuses sources au fil des ans. À l'arrivée d'Andrew à Sandringham, la réputation du palais était déjà gravement compromise. Tout le monde le savait, le personnel le savait et, surtout, le personnel en parlait entre eux. Dans une institution où la confidentialité est primordiale, la divulgation publique du comportement d'Andrew envers le personnel témoigne de la gravité du problème. Puis éclata le scandale Epstein et la situation s'envenima. En novembre 2019, suite à une vague de critiques concernant ses liens avec Jeffrey Epstein, le prince Andrew se retira de ses fonctions publiques. Il annonça qu'il resterait en poste jusqu'à la résolution de l'affaire. Cependant, cette démission ne se produisit jamais. En 2022, il conclut un accord financier avec Virginia Drew dans le cadre d'une action civile aux États-Unis. Il affirme que cet accord n'impliquait aucune reconnaissance de culpabilité. Pourtant, Reuters mentionne cet accord dans son reportage sur son départ du Royal Lodge, reflétant clairement la controverse persistante. Fin 2025. Sa position au sein de la monarchie s'était encore dégradée. Le magazine People rapportait que le roi Charles avait déchu Andrew de ses derniers titres et honneurs, confirmant officiellement ce qui était déjà évident. Andrew n'était plus un membre actif de la famille royale et les protections institutionnelles qui le protégeaient autrefois étaient considérablement affaiblies. Cela changea tout pour le personnel. Car même si Andrew était techniquement toujours un membre actif de la famille royale, puisqu'il conservait ses titres et honneurs, et faisait toujours partie de l'image publique de l'institution, le personnel avait le devoir de le servir, même si cela s'avérait difficile. Ils étaient censés servir la monarchie et non une seule personne. Mais lorsque ces titres leur furent retirés, lorsqu'ils furent officiellement destitués, lorsque l'institution elle-même déclara en substance « Cette personne ne nous représente plus », la situation changea. Du jour au lendemain, les employés cessèrent de servir la monarchie.
Il servait à Andrzej. Andrzej tout simplement, un homme au passé trouble, dont le nom était devenu synonyme de scandale et de controverse. Un homme qui n'avait fait que ternir leur réputation. Un choix sans précédent. Revenons à cette instruction inhabituelle. Le personnel avait été informé qu'il n'était pas tenu de servir Andrzej s'il se sentait mal à l'aise. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est si important. Les familles royales fonctionnent depuis des siècles selon un système de hiérarchie et de devoirs. La discrétion n'est pas seulement attendue, elle est obligatoire. La loyauté est incontestable. Elle va de soi. Les devoirs sont accomplis sans discussion ni confrontation. Les missions royales ne sont pas refusées. Point final. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le système. Sauf à Sandringham en février 2026, où cela est soudainement devenu possible. Selon Mary Claire et le magazine People, les instructions étaient claires. Le personnel pouvait démissionner. Et selon ces mêmes sources, beaucoup l'ont fait. Imaginez maintenant ce qu'un tel ordre impliquait pour le palais. À quoi s'attendait-il? Il savait que le personnel refuserait. Il savait que la méthode traditionnelle, se contenter d'affirmer travailler pour Andrew, engendrerait des problèmes. Qu'il s'agisse de démissions publiques ou, pire encore, de plaintes susceptibles d'être relayées par les médias. Alors, ils les ont informés à l'avance. Ils leur ont laissé le choix. Ils ont rendu le refus acceptable, voire prévisible. Et c'est bien là le problème. Il n'y a pas de personnel temporaire ni nouvellement embauché à Sandringham. Cette résidence historique a vu ses résidents bâtir leur carrière sur la discrétion et le professionnalisme. Ils connaissent parfaitement le système royal. Certains ont servi la famille pendant des années, voire des décennies, tandis que d'autres ont refusé le poste car les affectés au prince Andrew nuiraient désormais à leur réputation. Pour ceux qui ont suivi les gros titres, les enquêtes, les procès et les règlements à l'amiable pendant des années. Cette relation représente un risque qu'ils n'ont plus besoin de prendre. Posez-vous la question. Si vous aviez bâti votre carrière au service de la famille royale avec dignité et professionnalisme, souhaitez-vous être apparenté à Andrew Mountbatten-Windsor en 2026? Souhaiteriez-vous que ce lien figure sur votre CV et votre CV? La réponse est claire, certainement pas. La vie sans protection hygiénique. Alors, à quoi ressemble la vie d'Andrew à Wood Farm aujourd'hui? D'après la presse, il y vit avec un soutien minimal. Au mieux, faute de personnel de maison fiable, il serait désormais contraint d'assumer lui-même des tâches qu'il déléguait auparavant sans hésiter. Imaginez ce que cela implique pour quelqu'un qui n'a jamais eu à organiser sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir des portes, même si cela en fait partie. Il s'agit de coordonner les activités quotidiennes, de faire des courses, de gérer le courrier et de planifier des réunions, des tâches que la plupart des adultes accomplissent régulièrement, mais qu'Andrew n'a littéralement jamais eu à faire lui-même. Pendant 6 décennies, il y avait toujours quelqu'un. Quelqu'un à appeler, quelqu'un à qui écrire un courriel, quelqu'un pour s'assurer qu'il soit au bon endroit au bon moment, quelqu'un pour gérer les tâches quotidiennes afin qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel. Cette infrastructure n'existe plus. Et au-delà des difficultés pratiques, quelque chose d'encore plus fondamental est en train de se produire. Isolement. Les médias décrivent Andrew comme isolé, en colère et profondément amer face au changement de son statut. Selon certaines sources, il se sent trahi par l'institution qu'il pensait servir. Cela soulève une question intéressante. Qui servait-il exactement? De l'extérieur, il est difficile de savoir ce qu'Andrew a fait pour la monarchie, si ce n'est d'en faire partie. Il portait des titres, il assistait à des événements, il vivait dans des palais financés par les contribuables. Mais qu'a-t-il fait exactement? La question est devenue de plus en plus pressante depuis son revirement. Selon la presse, Andrzej entretient toujours des relations étroites avec ses filles, mais des tensions se sont installées ces dernières années, notamment avec la princesse Eugénie. Ces tensions seraient dues à sa réputation ternie, à l'attention médiatique dont il fait l'objet et à des désaccords sur la gestion de son affaire. Le tableau qui se dessine est celui d'un homme dont les relations personnelles se sont dégradées à mesure que son rôle public prenait de l'ampleur. Les relations familiales sont tendues. Le personnel refuse de travailler pour lui. Sa protection institutionnelle lui a été retirée. Il vit dans une maison de campagne construite à cet effet, censée symboliser son retrait de la vie publique. À Royal Lodge, Andrew vivait dans un bâtiment conçu pour apaiser les conflits. Le niveau du personnel, le protocole et la hiérarchie créaient une distance entre ses actions et leurs conséquences quotidiennes. Les problèmes pouvaient être résolus, les scandales maîtrisés et la vie pouvait se dérouler sans trop de perturbations. À Wood Farm, cette barrière semble s'estomper. On dit qu'ils sont confrontés à un mode de vie royal où le soutien est limité et la loyauté n'est plus acquise. Le paradoxe de la sécurité.
Mais un autre aspect de cette histoire mérite l'attention, la sécurité. L'accès au domaine d'Andrew à Sandringham serait beaucoup plus strictement contrôlé qu'on ne l'attendrait d'un accord temporaire et relativement confidentiel. Une attention particulière a été portée à la vie privée et à la liberté de circulation sur le domaine. Des protocoles plus stricts qu'à l'accoutumée. Pourquoi est-ce nécessaire? À première vue, la réponse semble évidente. La réputation d'Andrew et l'attention constante du public exigent des mesures supplémentaires. Le palais souhaite éviter toute attention indésirable, d'éventuels incidents de sécurité et des situations susceptibles d'entraîner une couverture médiatique négative. Mais une autre option mérite d'être envisagée. Ces mesures de sécurité renforcées pourraient-elles inclure le contrôle des accès à Andrew, la surveillance et l'enregistrement de toutes les interactions avec lui, ou encore la protection du personnel lorsqu'il se retrouve seul avec une personne dont le comportement est scruté de si près? Ce ne sont que des spéculations, mais le niveau de sécurité controversé, bien que relativement discret selon les informations, soulève des questions. Des questions sur ce que le palais cherche à empêcher et sur qui il cherche à protéger. Et tout cela se déroule au domaine de Sandringham, résidence royale de longue date. Ici, les mesures de sécurité sont bien établies et connues de tous. Le fait que la présence d'Andras ait nécessité des précautions supplémentaires en dit long sur la complexité de sa situation. Même au sein du domaine royal, censément sécurisé, même en présence de sa famille, même dans un lieu conçu pour l'intimité et la discrétion, la présence d'Andras engendre des complications. Le silence est éloquent, et il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Pendant tout ce temps, Buckingham Palace est resté quasiment muet. Reuters a confirmé le déménagement. Le magazine People a confirmé le lieu. Plusieurs médias ont relayé leurs informations internes en utilisant une formulation étonnamment similaire. Et du côté du palais lui-même, le silence. Aucun démenti public, aucune rectification, aucune autre explication, juste le silence. Dans le domaine de la famille royale, le silence vaut souvent l'approbation tacite. Si les informations étaient inexactes ou exagérées, une réaction serait attendue, pas forcément une déclaration officielle. Le palais commente rarement les affaires familiales privées, ne divulguant d'informations précises qu'à un petit nombre de journalistes triés sur le volet et dignes de confiance. Certains tentent d'influencer le récit, d'autres de présenter la situation de manière à en atténuer les conséquences. Or, rien de tout cela ne s'est produit, ce qui laisse penser que le palais est soit incapable, soit peu disposé à démentir ces informations, compte tenu du caractère préjudiciable de ces révélations, non seulement pour Andrew lui-même, mais aussi pour la réputation de l'institution censée veiller sur ses membres. Il est surprenant qu'elle persiste. Certains observateurs soupçonnent que ce silence soit stratégique. En s'abstenant de tout commentaire, le palais cherche à éviter d'attirer davantage l'attention. En ne défendant pas Andrei, il ne donne pas l'impression d'approuver ou de cautionner son comportement. En laissant l'histoire suivre son cours, il laisse le public tirer ses propres conclusions, et ces conclusions sont remarquablement cohérentes. Voilà ce qui arrive quand on retire des privilèges. Voilà ce qui arrive quand on supprime des mesures de protection. Et voilà, les conséquences se font enfin sentir. Le silence du palais permet à l'affaire de suivre son cours sans discussion. Une grève qui n'a jamais eu lieu, ou peut-être que si. Il nous faut maintenant aborder un point concret, le mot « grève ». Certains tabloïds ont envenimé la situation en utilisant ce terme, laissant entendre que des employés sont en grève sur le lieu de travail d'Andrew. Cette allégation reste non confirmée et n'a été appuyée par aucune autorité officielle. Mais pourquoi cette histoire a-t-elle pris de l'ampleur? Cela s'inscrivait dans une histoire qui se tramait depuis des décennies. Une histoire où le comportement d'Andrew envers ses employés avait des conséquences. Mais celle-ci était toujours étouffée, traitée discrètement et, jusqu'à présent, jamais rendue publique. Qu'on parle de grève, de refuse, de réticence ou de salaire minimum. Le résultat est le même. Les employés d'Andrew ne travaillent plus à plein régime. Le réseau de soutien qui l'avait entouré toute sa vie s'est effondré. Et maintenant, pour la première fois, le déclin est visible. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit si public. Dans les familles royales, la planification du personnel se fait généralement à huis clos, discrètement, au sein de l'institution. Les tâches sont attribuées, les postes pourvus, et la vie suit son cours. La machine royale fonctionne si bien que les observateurs extérieurs la remarquent à peine. Or, dans ce cas précis, le manque de personnel est devenu un problème. Les postes vacants sont désormais apparents. La machine s'est enrayée sous les yeux du public. Cette transparence est importante car elle révèle ce que la monarchie s'obstine à dissimuler. Le système ne fonctionne que si les gens sont disposés à y participer.
si la loyauté est manifestée et non exigée, si les faveurs sont offertes et non imposées. En février 2026, à Sandringham, le refus de participer était tel que l'effondrement du système est devenu inévitable. Qu'est-ce que cela révèle sur les privilèges? Examinons de plus près ce qui se passe réellement. Car cette histoire ne se résume pas à un manque de personnel ou à des problèmes budgétaires. Telle est la nature du privilège. Andrew est né dans une position des plus privilégiées qui soit. Deuxième fils de la reine, duc du Royaume-Uni et de son Altesse royale, le duc d'York. Il a vécu dans des palais, fréquenté les meilleures écoles, servi dans l'armée à des postes qui lui valaient automatiquement le respect et mené une vie entièrement financée par les impôts. Il ne méritait rien de tout cela. Il a tout hérité. Il n'a rien eu à faire pour mériter ses privilèges. Il lui a suffi de naître au bon moment, dans la bonne famille. Et pendant des décennies, cela a suffi. Le système le protégeait. L'institution dissimulait ses erreurs. Son comportement envers ses collègues était toléré, car c'était ainsi que fonctionnait le système. Certains étaient tout simplement plus importants que d'autres, et il était primordial de les servir à tout prix. Mais les privilèges, en réalité, ne sont pas permanents. Ils nécessitent un entretien constant. Ils dépendent du soutien de l'institution. Et surtout, ils requièrent la coopération de ceux qui sont prêts à les protéger. Lorsque ce partenariat prend fin, les privilèges disparaissent avec une rapidité surprenante. Andrzej en fait l'expérience de la manière la plus personnelle qui soit. Tous ses titres lui sont retirés. Le magnifique hôtel particulier où il vivait, le personnel qui refusait de le servir, la protection dont il bénéficiait, tout disparaît. Il ne reste que l'homme, plus de prince, plus de duc, plus d'altesse royale. Seulement Andrzej. Et c'est clair, personne ne veut travailler uniquement pour Andrzej. Quiconque y prête attention peut en tirer une leçon. Le privilège peut longtemps protéger une personne des conséquences de ses actes. Mais lorsque ces conséquences finissent par survenir, elles sont brutales. Plus la chute est profonde, plus elle est visible. Les répercussions sont considérables. Mais cette histoire dépasse la simple chute d'un individu. Elle révèle un aspect fondamental du fonctionnement des monarchies modernes. Depuis des années, une tension persiste entre l'image de la monarchie et sa réalité. Le public perçoit la cérémonie, la tradition et la continuité. Mais en coulisses, de vraies personnes travaillent, accomplissent de vraies tâches et font face à de vraies situations, parfois difficiles, embarrassantes, voire pire. Des centaines de personnes travaillent au Palais Royal. Femmes de ménage, cuisiniers, chauffeurs, agents de sécurité, personnel administratif, jardiniers et portiers. Ce ne sont pas des bénévoles, mais des employés qui ont des droits, une carrière et une réputation à préserver. Et de plus en plus, leurs décisions sont prises avec le même budget que celles de tous les autres. Ce travail justifie-t-il les sacrifices personnels et professionnels que cela représente pour moi? Ce poste est-il en accord avec mes valeurs? Suis-je prête à accepter le risque pour ma réputation que représente le fait de travailler avec cette personne? Pendant des décennies, la réponse a toujours été oui. Travailler pour la famille royale était prestigieux. C'était un atout majeur sur un CV. Cela ouvrait des portes. C'était un gage de fiabilité, de discrétion et de compétence. Mais que se passe-t-il lorsque travailler pour un membre particulier de la famille royale laisse entendre le contraire? Et si cela suggère un manque de discernement, si cela soulève des questions sur vos propres valeurs, la réponse est évidente. Vous dites non. Et cela change tout, car la monarchie repose sur l'approbation du public pour maintenir l'illusion de la hiérarchie et d'une obéissance aveugle. Si suffisamment de personnes refusent de donner leur approbation, le système s'effondrera. Nous observons les prémices de cet effondrement à Sandringham, et cela soulève une question plus fondamentale. Si le personnel peut refuser de travailler pour Andrew, qu'en est-il des autres membres de la famille royale dont le comportement a été remis en question? Que se passe-t-il lorsque le personnel commence à user de son influence au lieu de se soumettre automatiquement à son autorité? L'institution n'apporte aucune réponse satisfaisante à cette question, car le système tout entier repose sur le postulat que le statut royal confère automatiquement pouvoir et respecte. Laissons de côté cette supposition et les sentiments négatifs qui persistent. Parlons plutôt d'un aspect souvent négligé dans ce genre de discussion. Qui est Andrew en tant que personne? Je ne veux pas que vous le plaigniez. Vous tout ce qui a été révélé. Beaucoup ont des opinions très tranchées sur la question de savoir s'il mérite de la compassion. Mais je pense qu'il est important de réfléchir à ce que représente une telle chute. Andrew a vécu 64 ans dans la solitude. Une vie où chacun de ses désirs était anticipé et exaucé. Une vie où son statut social était garanti. Où les problèmes étaient éliminés avant même qu'ils ne surviennent. Et où le monde était organisé autour de son confort.
Et maintenant, il vit dans une cabane avec un personnel réduit au minimum, accomplissant des tâches quotidiennes qu'il n'a jamais eu à gérer auparavant, et voit sa réputation s'effondrer sous ses yeux. Il ne trouve personne pour le servir, quel que soit le titre qu'il ait détenu autrefois. C'est un véritable séisme psychologique, un effondrement total de son identité. Après tout, qui est Andrew sinon le prince Andrew? Qui serait sans palais, sans serviteur, sans protection, sans respect? On dit qu'il est aliéné, en colère et amer. Bien sûr, toute sa vision du monde s'est écroulée. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa place dans le monde, ses prétendus droits et ses projets de vie s'est révélé faux. Certains appelleraient cela justice, d'autres le karma. Mais d'un point de vue purement humain, c'est dévastateur. Et c'est précisément là le nœud du problème. Il lui manque les outils pour y faire face. Réfléchissez-y. Andrew n'a jamais eu à développer sa force mentale. Il n'a jamais eu à apprendre à gérer le rejet ou l'échec. Il n'a jamais eu à se relever après un échec. Le système a toujours eu le dessus sur lui, jusqu'à présent. Nous voyons donc un homme totalement démuni face à la réalité à laquelle il est confronté. Et ce manque de préparation transparaît clairement dans la description de son comportement. La colère, le ressentiment, la conviction apparente qu'il est la victime dans toute cette affaire. Pourquoi devrions-nous nous en soucier? On pourrait se demander, pourquoi devrais-je me préoccuper de la vie privée d'un homme riche? C'est une affaire interne à ceux qui connaissent la famille royale. Cela n'a aucune incidence sur la vie des gens ordinaires, mais à mon avis, c'est important. Et voici pourquoi. La monarchie coûte des centaines de millions de livres sterling par an aux contribuables britanniques. L'argent qui permet le fonctionnement des palais, leur sécurité et ce train de vie est un argent public. Si vous êtes britannique, c'est votre argent. Même si vous ne l'êtes pas, l'influence de la monarchie s'étend à travers le monde grâce à son appartenance au Commonwealth et à ses relations diplomatiques. Par conséquent, lorsqu'une personne au sein d'une institution adopte un comportement que de nombreux employés jugeraient dégradant ou inacceptable, lorsque ses conditions de vie font l'objet d'un contrôle parlementaire, lorsque l'argent public est utilisé pour entretenir une personne incapable de recruter du personnel, il y a des conséquences. C'est important car cela révèle le véritable fonctionnement du système, qui est protégé et pour combien de temps. Cela montre quels comportements sont tolérés à huis clos et si, et quoi, les responsables sont tenus de rendre des comptes. C'est également important car nous assistons à l'émergence d'un système censé reposer sur le devoir et le service, mais qui est en réalité un système de privilèges et de protection. Le fossé entre les apparences et la réalité n'a jamais été aussi flagrant. C'est également important car cela montre que les structures de pouvoir peuvent évoluer, que les individus peuvent refuser de participer à des systèmes qui contreviennent à leurs valeurs, et que même les institutions existantes peuvent perdre leur fondement si suffisamment de personnes décident que les anciennes règles ne sont plus valables. Les ouvriers de Sandringham qui ont refusé les services d'Andrew n'organisaient pas une révolution. Ils ne prononçaient pas de discours ni ne publiaient de manifestes. Ils disaient simplement « Non, merci ». Et ces refus individuels, collectivement, ont eu un impact considérable. C'est une forme de pouvoir facile à rejeter, mais impossible à ignorer une fois exercé. Que va-t-il se passer ensuite? Où cela va-t-il nous mener? Andrew envisagerait de quitter Wood Farm pour Marsh Farm, un autre domaine du domaine de Sandringham. Reste à savoir s'il y trouvera du personnel. Mais le problème de fond demeure. Sa réputation n'est déjà plus à faire auprès de ses employés. Cette histoire est profondément ancrée dans les mœurs, et travailler pour lui comporte un risque d'atteinte à la réputation que beaucoup hésitent manifestement à accepter. Le palais dispose de plusieurs options, dont aucune n'est véritablement idéale. Il pourrait affecter Andrew au personnel, quelles que soient leurs préférences, mais cela risquerait d'entraîner des licenciements, des griefs et, pire encore, de mettre le personnel dans des situations délicates. Compte tenu du contexte actuel de forte préoccupation pour les droits et la dignité au travail, il est peu probable que le palais prenne un tel risque. Il pourrait embaucher une équipe entièrement nouvelle, extérieure à la cour royale actuelle, des personnes sans lien avec le palais ni le reste du personnel royal. Mais cela soulève d'autres problèmes, des questions de sécurité, un manque de connaissance des institutions, des conflits de loyauté potentiels. Ou bien, il pourrait accepter qu'Andrew puisse se débrouiller avec un minimum de personnel et de soutien. Il pourrait l'éloigner de Sandringham, le retirer des feux de la rampe et le rendre insignifiant pour l'avenir de la monarchie. La seconde option semble plus probable, et c'est peut-être précisément ce que le roi Charles a prévu depuis le début.
déchoir Andrew de ses titres, l'interdire d'accès à la loge royale, le transférer à Sandringham et laisser apparemment cette question de personnel sans discussion. Charles envoie probablement un signal clair. La monarchie évolue. Avec ou sans la participation d'Andrew, il crée un précédent. Mais l'aspect le plus important de toute cette situation est peut-être le suivant. Quel précédent cela crée-t-il? Pour la première fois dans l'histoire de la famille royale moderne, nous assistons à des conséquences institutionnelles en temps réel. Non pas une simple destitution, car cela a déjà eu lieu. Non pas une simple collusion, car cela a déjà eu lieu. Mais des conséquences réelles, concrètes, quotidiennes, qui affectent des vies. Andrzej ne trouve pas de travail. Il vit dans des conditions bien plus précaires qu'auparavant. Il est isolé de sa famille. Il n'occupe aucune fonction officielle, aucun poste public et aucune responsabilité clairement définie. C'est du jamais vu pour quelqu'un né dans une telle position. Cela soulève également des questions pour le reste de la famille. Si Andrzej doit en subir les conséquences, qui en supportera les conséquences? Quel comportement constitue une limite? Combien de scandales sont de trop pour qu'une institution retire sa protection? Ce ne sont plus des questions abstraites. Il existe des réponses concrètes, et l'expérience d'Andrzej les confirme. La monarchie se montre prête à renverser publiquement et totalement l'un de ses pouvoirs si nécessaires pour protéger l'institution. Il s'agit d'une évolution majeure. Pendant des siècles, l'instinct premier des monarchies a été de consolider leur pouvoir, de protéger leurs membres à tout prix, d'étouffer tout scandale et de préserver un sentiment d'unité et de dignité. Mais au 21e siècle, cette stratégie est devenue obsolète. La tolérance du public face aux agissements irresponsables des institutions puissantes a disparu. Le prix de la protection est désormais supérieur à celui de l'abandon. Andrew a chuté, et le palais l'observe, contribuant peut-être même à sa chute en supprimant les filets de sécurité qui l'ont toujours retenu. Nous approchons de la fin. Nous sommes en février 2026. Nous assistons à une histoire qui semblait impossible il y a 10 ans. Le prince du Royaume-Uni, né dans une famille de privilèges extraordinaires, élevé dans les palais et entouré de domestiques toute sa vie, s'est installé dans une modeste maison de campagne où les domestiques semblent rechigner à travailler pour lui, où il devra peut-être lui-même ouvrir la porte, et où la machinerie complexe de la vie royale qui l'a toujours entouré s'est arrêtée. Être interdit d'accès à la loge royale chaque soir était humiliant. Mais la véritable humiliation est venue plus tard. La révélation publique que, même au sein de Sandringham, avec toutes les ressources potentielles de la famille royale, Andrew n'avait pas trouvé suffisamment d'assistants disposés à le servir. Il ne s'agit pas de logistique. Il s'agit de réputation. Il s'agit de conséquences. Il s'agit d'un système qui, en fin de compte, n'a pas su protéger celui qui avait compté sur cette protection toute sa vie. Nous nous sommes d'abord demandé comment un prince issu d'une famille très privilégiée pouvait être incapable de trouver un bâton. Nous connaissons désormais la réponse. Le privilège sans but devient un fardeau. La protection sans responsabilité pèse sur nos cœurs. Et lorsque l'institution qui nous a soutenus nous surestime, elle nous abandonne. L'histoire de la crise de personnel autour du prince Andrew à Sandringham ne concerne pas une seule personne. Elle est liée au pouvoir, aux privilèges, aux conséquences et aux limites de la protection institutionnelle à un moment où l'examen public est devenu inévitable. Pour ceux qui connaissent la famille royale, ce moment brise toutes les illusions quand on attend de chacun qu'il dise « non, merci », même au sein de Sandringham. C'est une réalité qu'aucune déclaration officielle ne peut exprimer. Qu'en pensez-vous? La monarchie a-t-elle réagi de manière appropriée? Andrew devra-t-il faire face à des conséquences encore plus graves? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la famille royale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir prochainement d'autres contenus sur la royauté. Ce n'est pas fini! À bientôt! Voici une analyse approfondie de l'une des chutes les plus étranges de l'histoire royale moderne. Merci de votre attention.